Ah si, je t'assure, ils étaient complètement nus. Imagine 20 gars qui courent à poil. Ça devait pas être hyper pratique. Oh. Est-ce que vous savez qui a créé les Jeux Olympiques? Saviez-vous que les femmes pouvaient remporter une épreuve des Jeux Olympiques alors même qu'elles étaient interdites d'y assister? Vous voulez connaître la pointure d'Héraclès? Bienvenue dans ce premier numéro d'Histoire à la carte. Alors au menu du jour, la création des Jeux Olympiques, le programme, les récompenses et la professionnalisation des athlètes. Les Jeux Olympiques ont commencé il y a 3000 ans en Grèce dans le Péloponnèse. Ils étaient organisés tous les 4 ans à Olympie. Cette période servait même de système de datation. Ils ont commencé en 776 avant notre ère et se termineront en 393, soit une période de 12 siècles. Alors quelles sont les origines des Jeux Olympiques? Comme c'est souvent le cas dans les mythes et légendes grecques, il existe plusieurs versions équivalentes, à nous de choisir celle que nous préférons. Selon le poète Pindare ou Pindaros, les Jeux Olympiques ont été créés par Héraclès après que celui-ci ait tué Augias. Augias refusait de le payer après qu'Hercule ait nettoyé ses écuries. Faut pas déconner quand même, hein. Selon Homère, c'est Achille qui crée des jeux funéraires en l'honneur de son cousin Patrocle, tué pendant le siège de Troie. Ma légende préférée, mais c'est aussi la plus répandue, raconte qu'en 776, le roi Pélops demanda la main d'Hippodamie, fille du roi Eunomaos. Celui-ci avait pour habitude d'organiser des courses de chars contre les prétendants de sa fille. Le vainqueur valeureux aurait alors le droit de l'épouser. Seulement, Eunomaos était trop fort et remportait tous ses duels. Avant Pélops, 13 prétendants s'étaient cassés les dents. Imaginez la pauvre fille, il y a 13 mecs qui se sont pointés pour demander sa main à son père. 13 fois son père les a défiés et il les a tous gagnés. Ça c'était un coup à finir les filles. Donc du coup, Hippodamie sabota le char d'Eunomaos. Et il arriva ce qui devait arriver. Le char se brise, il tombe, il meurt. Et ouais, la fille qui tue son père par accident. Bon, c'est quand même une histoire plutôt sympa parce que dans les mythes, en général, on tue ses parents volontairement. Hein. Donc du coup, Pélops créa les premiers Jeux Olympiques en l'honneur de son illustre beau-père décédé. Ces jeux font partie des jeux panhelléniques. Pan pour tout, Hellène pour grec. C'est-à-dire que tous les Grecs libres pouvaient y participer. Parmi les jeux les plus importants, il y avait les jeux de Delphes, dits jeux pythiques, en l'honneur d'Apollon. Ceux de Corinthe, dits jeux ismiques, en l'honneur de Poséidon. Et bien sûr ceux de Némée et d'Olympie, en l'honneur de Zeus. À chaque Jeux Olympiques, il y avait une trêve. C'est-à-dire que tous les combats devaient cesser. Pour cela, on envoyait des messagers, des spondophores, dans tout le monde grec afin d'annoncer les dates des Jeux. La trêve commençait un mois avant et se terminait un mois après. Cela assurait les déplacements en toute sécurité des sportifs. Les Jeux Olympiques étaient donc les plus importants. Ils étaient organisés par les cités voisines de Pisa et d'Élis, car Olympie n'était qu'un sanctuaire. Le site était composé d'un espace sacré, l'Altis, délimité par un mur d'enceinte et d'un espace profane. L'espace sacré abritait les temples, dont celui de Zeus qui abritait sa statue, haute de 12 mètres et chryséléphantine, c'est-à-dire en ivoire et en or. C'était l'une des merveilles du monde antique. L'espace profane comprenait la piste du stade de 192 mètres 25 pour être précis, soit 600 fois le pied d'Héraclès. Et si mes calculs sont exacts, ses pieds faisaient approximativement 30 cm, soit une pointure de chaussure de 50. Pas mal. Et puis... qui dit grand pied, dit grand... Ah ben non. Non mais t'as pas vu la tienne. Il y avait un gymnasium, réservé au logement et à l'entraînement des athlètes, une palestre pour les lutteurs, un hippodrome, etc. Au moment des Jeux, athlètes, spectateurs, marchands affluaient sur le site, soit environ une foule de 40 000 personnes. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les Jeux Olympiques ont duré plus de 1200 ans, ce qui est énorme. À leur début, ils ne duraient qu'une seule journée. Là, je vais vous parler des Jeux qui se passent aux environs du 4e siècle avant notre ère. Et encore, les historiens ne sont pas d'accord sur le déroulement du programme. Alors, a priori, les Jeux Olympiques débutaient par 2 jours de cérémonie, de procession, de sacrifice en l'honneur de Zeus. Une fois le sacrifice effectué, les athlètes prêtent serment devant la statue de Zeus. Ensuite, ils sont classés par catégorie, les garçons, c'est-à-dire les moins de 19 ans, et les hommes, ceux qui ont plus de 20 ans.
Les spectateurs assistent à ces cérémonies, les Grecs, les esclaves, les barbares, c'est-à-dire les non-grecs, mais les femmes mariées ne peuvent pas y assister sous peine de mort. Elles étaient précipitées du haut du rocher du Typaillon. Sympathiques les Grecs. Ce qui est quand même plutôt étrange et on a du mal à se l'expliquer car les femmes pouvaient assister à tous les autres jeux panhelléniques. Les femmes ont même leur propre compétition comme les jeux d'Eraia à Élis qui se déroulent 15 jours après les Jeux Olympiques ou à Samos, Égine, Minoa, Argos. C'est donc le 3e jour que la compétition va commencer et on attaque avec les courses hippiques. La première course de char est la course de quadrige, char tiré par 4 chevaux qui se déroule sur 12 tours de piste, soit 14 000 mètres. Les conducteurs de chars, les origes, ne sont pas nus, mais portent une tunique. Et le vainqueur n'est pas celui qui dirige les animaux, mais le propriétaire des chevaux. C'est comme ça que Kiniska de Sparte, sœur du roi Agésias II, fut la première femme à remporter une épreuve des Jeux Olympiques. Suivent ensuite les courses de chars à 2 chevaux, les biges, sur 8 tours de piste, 9500 mètres, puis la course montée, qui était la plus ancienne. Au IIIe siècle avant notre ère, on rajoutera les mêmes courses, mais avec des poulains. On a hésité avec les ânes, mais on a eu peur que les épreuves deviennent interminables. L'après-midi, la compétition se poursuit avec les épreuves gymniques. Gymniques qui vient du grec gymnikoi, qui signifie nu. C'est le pentathlon qui est à l'honneur et il se déroule sur le stade. Il était composé du lancer de disque, du lancer de javelot, du saut en longueur, de la course et de la lutte. On commence par la course qui était d'une longueur de stade, soit 192 mètres. Le lancer de javelot se faisait à l'aide d'un propulseur. Une lanière de cuir était entourée sur la hampe du javelot afin de le faire tourner sur lui-même pour lui assurer le plus de stabilité. Pour le lancer du disque, l'athlète devait lancer un disquema d'environ 30 cm en bois, en pierre, en plomb ou en bronze. Il faisait environ 6 kg et il devait le lancer sans élan. Pour le saut en longueur, on pense que le sauteur qui s'est lancé les pieds joints devait pratiquer plusieurs sauts avec des haltères en pierre dans les mains. Il devait faire 3 ou 5 sauts, selon les sources, au rythme des flûtistes, comme on peut le voir sur de nombreuses représentations. Et pour terminer le pentathlon, on retrouve la lutte qui consiste simplement à mettre 3 fois son adversaire à terre. Par contre, on ne sait pas comment ont départagé les vainqueurs en cas d'égalité. Imaginez qu'il y ait 2 athlètes qui gagnent 2 épreuves chacun, ou que chaque épreuve soit gagnée par un athlète différent, donc on n'a aucune source qui nous dise comment on pouvait les départager. C'est le 4e jour que se déroule la fameuse hécatombe où l'on sacrifiait 100 bœufs en l'honneur de Zeus. L'après-midi est consacré à la compétition des jeunes. Le 5e jour, il y avait les courses à pied tant attendues par les spectateurs qui se pressaient en grand nombre dans les gradins naturels qui entouraient la piste en terre battue. Il y avait seulement une tribune réservée aux organisateurs et aux juges. Sur le stade, il y avait même une ligne de départ qui fait penser au starting block d'aujourd'hui, sur lesquels était fixé un mécanisme afin de libérer les coureurs en même temps. Un petit peu comme ce qui se fait dans les courses de chevaux. Le starter, appelé la fétis, criait « Poda pora poda, à vos marques, apité, partez !» C'est avec le doulikos que la compétition commence. C'était une course de fond qui se pratiquait dans toutes les compétitions sportives. Elle se courait entre 7 et 24 stades, soit entre 1400 et 4800 mètres. À Olympie, il semblerait que l'on effectuait 24 stades. On enchaîne ensuite avec le stadion qui, comme son nom l'indique, voit les athlètes s'affronter sur une longueur de stade, soit 192 mètres. C'était la course la plus populaire de l'époque. Un petit peu l'équivalent de nos 100 mètres aujourd'hui. Après cette épreuve, les concurrents enchaînent avec 2 tours de stade. La suite du programme laisse place aux épreuves de combat. Il y a bien sûr la lutte, déjà présente au pentathlon, le pugilat que l'on peut comparer à la boxe anglaise du XVIIe, XIXe siècle, qui consiste à garder l'adversaire à distance. Dans toutes les représentations que l'on a, les athlètes se tiennent avec les bras en l'air et doivent porter des coups de haut en bas, très certainement. Après, je ne suis pas un pro de la boxe non plus. Il se pratiquait avec les mains protégées par des lanières de cuir. Cela renforçait la puissance des coups portés à l'adversaire. Les Romains y rajouteront des pièces en métal aux jointures, comme si ça faisait pas assez mal. Contrairement à aujourd'hui, il n'y avait ni catégorie de poids, ni round. On tirait au sort son adversaire et c'était le dernier debout qui gagnait. Si le combat était trop long pour départager les 2 adversaires, il existait l'épreuve hyper sympathique du climax, où les 2 adversaires se mettaient face à face, et porter un violent coup au visage à l'autre avec interdiction de parer, bien entendu, et c'était le dernier debout qui gagnait.
Admirez les détails de cette superbe sculpture en bronze, très réaliste, retrouvée à Rome dans les thermes de Constantin. Son nez est cassé, ses oreilles sont en feuilles de chou, comme les piliers de rugby d'aujourd'hui, et surtout, il porte des cicatrices sur tout le visage. Pour la petite histoire, le célèbre Pythagore participa à des épreuves de pugilat. Au pancrace, tous les coups sont permis, sauf d'introduire les doigts dans l'adversaire, c'est-à-dire les yeux, la bouche, le toucher rectal. Il est aussi interdit de tirer les parties de son adversaire, donc on ne devait pas arracher les oreilles, ni le nez, ni... Enfin, on était nus, quoi. Et il était aussi interdit de mordre. C'était un combat pied-point qui pouvait se poursuivre au sol en lutte. Certains le comparent à la MMA. Et contrairement aux idées reçues, le pugilat restait le sport le plus dangereux. Comme il n'y avait pas de catégorie de poids, certains athlètes très baraqués pouvaient remporter leur combat par forfait. Qui ose me défier? Ah mais je peux pas, j'ai piscine. La dernière épreuve des Jeux Olympiques était la course en armes. Les coureurs devaient porter un casque, un bouclier au bras gauche et courir sur 2 stades. À la fin de chaque épreuve, les vainqueurs reçoivent les honneurs. Un héros clame leur nom, le nom de leur père, le nom de leur cité. On leur remet aussi un bandeau rouge, signe de victoire, et une palme. Et comme aujourd'hui, les athlètes ont droit à un tour de piste, sous les acclamations du public, on leur jette des fleurs, etc. Mais, allez-vous me dire, et la fameuse couronne d'Olivier? Eh bien, la couronne d'Olivier était remise le dernier jour de compétition. Elle était cueillie à la Serpe d'Or par des jeunes garçons ayant encore leurs 2 parents. À Delphes, les athlètes reçoivent une couronne de laurier. À Isthme, ils reçoivent une couronne de pin, ce qui doit un petit peu piquer. Et enfin, à Némée, ils reçoivent une couronne de céleri. C'est un peu pourri comme couronne. À Argos, ils reçoivent un bouclier. Et à Athènes, ils reçoivent une amphore. C'est un petit peu l'ancêtre de nos coupes. Ensuite, les vainqueurs sont invités par la cité d'Hélice à prendre un énorme banquet. Faut bien se remettre, hein. Mais le meilleur moment pour les vainqueurs est probablement quand ils rentrent dans leur cité, où ils sont reçus en véritables héros. Certains recevaient beaucoup d'argent, d'autres des postes très haut placés. Certaines cités offraient une maison et de quoi se nourrir toute leur vie. À Sparte, le vainqueur olympique aura même l'honneur d'aller au combat aux côtés des rois. C'est particulier, Sparte, hein. La victoire est tellement importante pour les cités que certaines n'hésitent pas à adopter certains athlètes en leur offrant la citoyenneté. Parfois, l'envie de gagner était tellement forte que l'athlète n'hésitait pas à corrompre l'arbitre ou son adversaire. Quand il se faisait attraper, l'athlète devait payer une forte amende qui servait à ériger une statue de Zeus sur laquelle on inscrivait son nom. D'après Pausanias, une statue de Zeus en bronze portait sur son socle la citation suivante. Ce n'est pas avec l'argent, mais avec la légèreté de ses pieds et avec la vigueur de son corps que l'on remporte la victoire. C'est pas beau ça? Ah, la vigueur du corps. Pausanias a raison. Plus les siècles passent et plus les athlètes en ont besoin. Pour un jour avoir la chance d'être enfin champion olympique, les athlètes devaient se soumettre à un intense entraînement. À partir du 4e siècle avant notre ère, les sportifs se professionnalisent. Ils vont devenir de véritables bêtes à concours, de véritables boules de muscles, le but étant d'impressionner l'adversaire pour le pousser à abandonner. Comme ça, on pouvait éviter une éventuelle blessure. Les athlètes s'entraînent au gymnase, où ils vont se muscler, frapper des sacs de sable. Ils passent des heures au soleil, sur la palestre ou sur les pistes de course. D'ailleurs, pour se protéger du soleil, ils s'enduisaient le corps d'huile d'olive qu'ils recouvraient d'une petite pellicule de terre. Cela leur servait de crème solaire et permettait au corps de rester un petit peu au frais. À la fin de l'entraînement, les athlètes se nettoyaient avec une strigile. Cet outil leur permettait de retirer cette pellicule de boue et de sueur. Et comme pour les sportifs actuels, pour récupérer, ils se massaient, ils prenaient des bains, etc. Les athlètes passaient tellement de temps à s'entraîner que certains devenaient sportifs professionnels. Les primes étaient variables mais atteignaient souvent un talent, soit 6000 drachmes. Ce qui était très important à titre de comparaison, la solde d'un soldat était seulement de 300 drachmes par an.
Donc le sportif pouvait gagner sur une course 20 fois le salaire annuel d'un militaire. C'est comme si aujourd'hui un athlète gagnait en une seule course entre 250 et 500 000 euros. Certains athlètes ramassaient des fortunes considérables et gagnaient de quoi vivre toute une vie en l'espace de quelques années. Par exemple, le pancraciaste Marcus Aurelius Asclépiades se retira invaincu de 6 ans de compétition à l'âge de 25 ans. Je conclurai cette vidéo en citant le philosophe Épictète qui a très bien résumé le travail que devait fournir un athlète à cette époque. Tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité, à une heure déterminée, sous la chaleur et le froid, ne pas boire frais, ni de vin quand tu en auras l'occasion. Tu dois être livré en un mot à ton entraîneur comme un médecin. De plus, dans le combat, tu devras ramasser la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, et avec tout cela, il pourra t'arriver d'être vaincu. Quand tu auras réfléchi à ces choses, si tu le veux encore, prends le métier d'athlète. Voilà, j'ai enfin réussi à terminer cette vidéo, ce ne fut pas sans mal, c'est ma première. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et surtout si ça vous a plu, un petit pouce, et n'hésitez pas à partager le lien dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup, et surtout n'oubliez pas de rester curieux.